Je vais vous faire donc, je m'appelle Louise Boulin, je suis PH à Mondor, à Créteil, dans le service du professeur Ayoun, hémopathie lymphoïde. Et du coup, je vais vous faire le cours sur les lymphomes B agressifs. Alors déjà, je voulais remercier s'il y a des membres de l'AIH qui sont là, de m'avoir invité. Et l'idée, c'est voilà, c'est un cours, mais vous m'arrêtez s'il y a quelque chose de pas clair. J'ai essayé de vraiment repartir de la base. Donc, les gens qui ont fait des stages en lymphoïde, ça va peut-être être un peu basique, mais bon, pour les autres, j'espère que ça va permettre de repartir de tout début. Alors, donc, en fait, la compréhension des lymphomes, ça a mis un petit peu de temps. Initialement, on se basait sur la clinique et on s'était rendu compte qu'il y avait des lymphomes agressifs et les gens décédaient rapidement, et des lymphomes indolents avec parfois une espérance de vie qui était identique à celle de la population normale. Et donc, du coup, on avait mis des bas grades, des hauts grades et des intermédiaires. Et en fait, ça correspondait à peu près à la cytologie. Donc, les grandes cellules, souvent, c'était haut grade. Petites cellules, c'était bas grade. Mais bon, c'était hétérogène et puis on n'arrivait pas trop à faire on arrivait juste à dire grande cellule, petite cellule, mais on n'arrivait pas à être plus précis que ça. Hormis le seul lymphome qu'on avait réussi à identifier, c'était le lymphome de Hodgkin qui, lui, a été tout de suite mis à part parce qu'avec juste de la cytologie, on arrive bien à faire la différence. Et aussi un peu avec le Burkitt qui aussi est vraiment basé sur la cytologie. Puis ensuite, il y a eu quand même une petite avancée. On s'est rendu compte que, alors déjà, il y a eu l'immunophénotypage. Donc, l'immunophénotypage, c'est en fait des anticorps qui permettent de marquer certains marqueurs de surface. Donc, c'est l'immunophénotypage ça se fait sur des liquides et on parle plutôt d'immunohistochimie quand ça se fait sur des lames. Donc, le diagnostic de lymphome, c'est histologique. La plupart du temps, c'est un ganglion. On fait des petites coupes très fines qu'on met sur des lames, qu'on regarde au microscope. Et donc, sur ces lames-là, on va verser les anticorps et ça va s'accrocher aux cellules si elles ont l'anticorps qu'on cherche. Donc ici, voilà, ça a permis d'avancer un petit peu, de permettre de différencier les lymphomes B des lymphomes T. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait probablement une contrepartie normale. Donc, dans le ganglion, il y a différents types de lymphocytes à leurs différents stades de maturation et d'activation. Et donc, si on arrivait à trouver la contrepartie normale, eh ben, on avait quand même des lymphomes qui étaient un peu différents. Donc, ça a permis d'avancer et en fait, ce qui a abouti à la classification OMS, dont vous entendrez beaucoup parler, qui est tout le listing des différents lymphomes, il y en a beaucoup. Et puis, ensuite est venue l'ère de la cytogénétique et de la biologie moléculaire. Et donc, on ne parle plus de bas grade, de haut grade, on parle de différents types de lymphomes. Et ça continue encore de se perfectionner, cette classification des lymphomes. Donc, la classification OMS 2008, c'était la base. Et ensuite, il y a eu la classification OMS 2016. Donc, comme je vous disais, elle est basée sur des données cliniques, la morphologie, en cytologie, en histologie, le phénotype et la génétique, la biologie moléculaire. Ce qui permet d'avoir un diagnostic plus précis, d'avoir un traitement plus adapté et en plus de cibler, d'avoir des cibles thérapeutiques. Donc, juste pour vous rappeler, dans le ganglion, donc, ça c'est la différenciation B. Les lymphocytes B, donc, ils maturent dans la moelle à partir des cellules souches lymphoïdes. Il y a d'abord le réarrangement VDJ qui va permettre d'avoir quand même un panel assez large, d'avoir l'expression de l'IgM et de l'IgD de surface. Ensuite, ce lymphocyte B naïf, lorsqu'il va rencontrer l'antigène, va migrer dans le ganglion. Et il va y avoir, si la stimulation antigénique persiste, d'autres événements, l'hypermutation somatique, puis le switch isotypique, et à la fin, on arrive à la formation de lymphocytes des mémoires et de plasmocytes qui vont sécréter des anticorps beaucoup plus affins avec l'antigène. Au sein du ganglion, en fait, ce qu'il y a surtout beaucoup, il y a une maturation d'affinité et en fait, il y a surtout beaucoup d'apoptose, puisqu'en fait, il y a énormément de prolifération, mais la plupart des cellules, en fait, sont éliminées si elles ne sont pas assez affines avec l'antigène. Donc, c'est quand même un endroit du corps où il y a particulièrement une instabilité génétique, puisque c'est un des seuls endroits où l'apoptose est inhibée, la prolifération est activée et on a accès, il y a des modifications génétiques qui se font dans les cellules. Donc, forcément, risque d'apparition de cellules tumorales. Là, donc, c'est un schéma, c'est très schématique. C'est pour vous montrer qu'il y a des lymphomes différents qui viennent de
différentes parties du ganglion. Donc, notamment, on a le lymphome du menton qui se développe au dépend de la zone du menton, mais la plupart, donc le lymphome de la zone marginale, dépend de la zone marginale. Et puis, la plupart des lymphomes B, ils viennent particulièrement du centre germinatif. C'est là où je vous disais, où se fait la coopération B et T, où il y a énormément de prolifération. Ensuite, donc on peut partir de à quel endroit est partie la cellule tumorale pour essayer de comprendre un peu le type de lymphome, les différents types de lymphomes qui existent. Mais on s'est rendu compte aussi avec la cytogénétique qu'on peut reconnaître certains lymphomes grâce à un événement génétique qui est récurrent et qui permet de faire le diagnostic. C'est le cas du lymphome du menton, qui est caractérisé par la T1114. Donc, c'est le réarrangement de la cycline B1 avec le gène des immunoglobulines. On a aussi le lymphome folliculaire, qui est caractérisé par le réarrangement de BCL2 avec le gène des immunoglobulines. Donc ça, c'est en fait cet événement oncogénique permet la plupart du temps de poser le diagnostic. En France, on a le réseau Lymphopath, dont vous entendrez probablement parler, en fait, qui permet d'avoir des diagnostics assez précis, puisqu'en fait, les anapathes de ville n'ont pas toujours la connaissance et les techniques surtout pour pouvoir faire un diagnostic précis de lymphome. Et donc, tous les diagnostics de lymphome posés en ville sont envoyés à un centre expert lymphopathe. Donc, il y en a 33 en France qui font la relecture. Donc, ça veut dire que quasiment tous les cas de lymphome, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé et c'est gratuit. Tous les cas de lymphome sont normalement relus pour avoir un diagnostic précis et pour éviter les erreurs diagnostiques. Parce que, en fait, pour ceux qui passeront un jour en stage en anapathe, l'hématopathe, c'est vraiment plus compliqué que les autres, types d'anapathes, et notamment parce qu'en fait, les cellules anormales ont exactement la même tête que les cellules normales. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas mal de techniques et de l'habitude. Alors, la nouvelle classification, nouvelle, plus si nouvelle, hein, mais la classification OMS 2016 a essayé de faire ressortir quelques entités. Donc, on va beaucoup parler du DLBCL, donc c'est le lymphome B diffus à grandes cellules, qui, dans la nouvelle classification, a été divisé en deux sous-types. Le sous-type Germinal Center, donc issu du centre germinatif, et le sous-type activé, qui est post-centro-germinatif. Ensuite, vous voyez, il y a plein de types de lymphome B diffus à grandes cellules. Par exemple, celui qui se développe aux dépens du système nerveux central, celui qui se développe aux dépens de la peau, qu'on appelle leg type, puisque souvent il se développe sur la jambe. Celui qui est associé à l'EBV, donc voilà, il y en a plein de différents types que vous ne verrez pas beaucoup. Je vais en développer quelques-uns qui sont ceux que vous verrez le plus. Après, il y en a pas mal qui sont associés avec HHV8 et qui sont surtout des lymphomes de l'immunodéprimé. Donc, il y a le plasmablastique, le PEL, le lymphome HHV8, le lymphome de Burkitt. Et puis, il y a un autre sous-type qui s'appelle le HGBL, HY B-cell lymphoma, qui est en fait ce qu'on appelait auparavant des lymphomes Burkitt-like. En fait, c'était des lymphomes B diffus à grandes cellules, mais qui avaient les mêmes caractéristiques qu'un lymphome de Burkitt, à la différence que le lymphome de Burkitt, on arrive bien à le soigner, alors que le lymphome B diffus à grandes cellules qui ressemble à un Burkitt, c'est des patients qui ont un pronostic extrêmement sévère, avec une médiane de survie qui est de quelques mois. Et donc, on les appelait Burkitt-like. Parfois, à la cytologie, il y avait un aspect cytologique qui pouvait ressembler au Burkitt. Et on a pu mettre en évidence des réarrangements géniques. Et donc, on arrive maintenant à les reconnaître grâce à leur double ou triple hit. On va en parler tout à l'heure. Oui. Pour les GC, enfin pour les... Ouais, GC non activé. Activated B cell type, c'est non GC? Oui, d'accord. On va en parler un petit peu après, ouais. En fait, c'est post-centro-germinatif. Donc, ça, c'est en fait un événement qui survient pas dans le centre germinatif, mais lorsque le lymphocyte a commencé à sortir du centre germinatif, qu'il est en cours de différenciation plasmocitaire. Mais on va en parler après tout à l'heure. Ouais, c'est deux sous-types. Il y a une autre entité qui est apparue, c'est le lymphome B diffus à grandes cellules qui ressemble à un Hodgkin. Donc, on les appelle les grey zones. Ils ont vraiment des caractéristiques très communes avec les Hodgkin. Et donc, c'est une entité particulière. Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'il faut les traiter comme des Hodgkin ou comme des DLBCL? Tout le monde n'est pas d'accord.
Voilà, donc c'est les principales modifications de la classification. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle les DLBCL NOS. Donc, NOS, ça veut dire Not Otherwise Specification, ça veut dire lymphome B diffus à grande cellule sans plus. Et donc, ça correspond à ça, juste cette petite ligne. Donc, à l'intérieur, il y a les GC et les non-GC. Et en fait, ça correspond à la très grande majorité des lymphomes B diffus à grande cellule que vous allez voir. Tous les autres, c'est des raretés. Hormis ceux-là qui représentent à peu près 10%, 5 à 10%. Donc, comme vous le voyez, par rapport à d'autres maladies hématologiques qu'on prend en charge, ça reste quand même, pour des lymphomes qu'on dit agressifs, des lymphomes qui ont quand même un taux de guérison qui est pas mal. Vous voyez, on arrive à un plateau qui est entre 60 et 80% à 10 ans, pour le temps de progression. La survie globale, elle est un petit peu plus basse, puisque c'est quand même des pathologies du sujet âgé. Donc, cette catégorie, elle est caractérisée par son hétérogénéité, à la fois dans la présentation clinique, mais aussi histologique, et aussi dans le pronostic, avec des formes plus ou moins agressives et surtout plus ou moins résistantes au traitement. Lorsqu'il y a une rechute, la rechute est précoce. Notamment, on dit que ça survient principalement dans la première année et 90% dans les 2 premières années. Et la rechute est de très mauvais pronostic. C'est une pathologie où il ne faut pas louper la première marche. Lorsqu'on fait bien la première ligne et qu'on arrive à soigner le lymphome, c'est des patients qui iront très bien. Par contre, lorsqu'ils rechutent, on n'arrive pas trop à les rattraper et la survie est vraiment péjorative. Donc, l'objectif actuellement, c'est d'essayer toujours de mieux comprendre la physiopathologie pour essayer de détecter les formes de mauvais pronostic qui sont résistantes au traitement ou qui vont rechuter rapidement et ainsi adapter le traitement. Puisque actuellement, lorsqu'on a un patient qui a un lymphome B diffus à grande cellule, on est incapable de lui dire, enfin, en tout cas, on a des petits outils, mais ce n'est pas du 100% de lui dire si ça va très mal se passer dans les mois qui vont venir ou si, au contraire, la survie sera la même que quelqu'un qui n'a jamais eu de traitement. Donc l'âge médian, c'est 65-70 ans. Donc ça reste quand même des pathologies du sujet âgé. Cependant, ça fait partie des cancers qu'on peut voir aussi chez les sujets jeunes. 30% des patients ont plus de 75 ans. Ça peut survenir de novo, c'est-à-dire diagnostic de lymphome, le diagnostic est celui d'un lymphome B diffus à grande cellule, ou bien ça transforme un lymphome indolent. Donc le truc connu, c'est la leucémie lymphoïde chronique qui se transforme en lymphome B diffus à grande cellule. On l'appelle le syndrome de Richter. Mais en fait, ça peut survenir avec tous les lymphomes indolents. Le lymphome folliculaire, voilà, qui est connu. Et puis après, ça peut être des lymphomes de la zone marginale, des maladies de Waldenström, donc le lymphoplasmocytaire. Ça se fait probablement par une sélection clonale et par l'acquisition de nouvelles anomalies, fameuses P53, qui en plus confèrent une résistance aux chimiothérapies. Les facteurs de risque. Alors, ce qui est connu, bon, c'est un peu comme tout le temps, hein, les susceptibilités génétiques, même si ce n'est pas recherché spécifiquement. Les virus, donc ça c'est voilà, hein, l'hépatite C, les hépatites, le BV, le VIH. Les patients immunodéprimés de façon générale, donc les patients transplantés, les patients qui ont aussi une maladie auto-immune, et puis commencent un peu à émerger des facteurs de risque liés à l'environnement, donc les pesticides, les radiations ionisantes, etc. La présentation clinique est variée. Ce qu'on connaît, enfin le truc typique qui met la puce à l'oreille aux généralistes, c'est la polyadénopathie, plus ou moins associée à des signes B. Donc les signes B, c'est fièvre, vespérale, altération de l'état général, sueur nocturne. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 30 à 40% des cas sont extraganglionnaires. Et ça veut dire qu'ils peuvent se développer dans n'importe quel organe. Ça veut dire qu'on peut avoir et la polyadénopathie et une atteinte d'organe, ou ça peut être qu'un organe. Donc, c'est plus difficile de penser au diagnostic dans ces cas-là. Dans 15 à 20% des cas, la biopsie de moelle est envahie, et dans 2 à 4%, on a une atteinte du système nerveux central. Donc, bon, des petites images de TEP scanner pour les nuls, pour bien voir. Bon, c'est des maladies qui sont très facilement, enfin très souvent étendues au diagnostic et qui peuvent toucher. Donc, vous voyez là, on a une atteinte de la rate, par exemple, atteinte du tube digestif, associée à des adénopathies atteintes. Là, c'est atteinte plutôt des vertèbres. Voilà, on peut avoir tout et n'importe quoi. Ça peut être partout.
la peau. Les urgences révélatrices d'un lymphome où ça va vous être adressé en urgence, ça peut être soit la localisation, donc le lymphome cérébral avec des signes neurologiques, le lymphome digestif par soit des saignements, perforations, occlusions, soit parce que la masse ganglionnaire comprime les organes à côté, donc le fameux syndrome CAF-SUP, lorsqu'on a une masse médiastinale, mais ça peut aussi être une masse abdominale compressive, une compression médulaire. Donc là, c'est ce qui était arrivé. En fait, on avait une masse lymphomateuse qui était développée dans les vertèbres et qui faisait comme un plasmocytome. En fait. Et puis, il y a les urgences biologiques, le syndrome de lisse tumorale, qui va surtout arriver lorsqu'on débute un traitement ou lorsqu'on met une corticothérapie, mais peut arriver comme ça, spontanément. Et le syndrome d'activation macrophagique, qui est quand même beaucoup plus rare, qui survient la plupart du temps plutôt dans les lymphomes T, voire dans les lymphomes de Hodgkin. Le diagnostic positif, c'est une biopsie ganglionnaire. On dit que le mieux, c'est une biopsie chirurgicale, c'est-à-dire enlever un ganglion ou au moins un gros bout de ganglion, parce que comme je vous ai expliqué, c'est des diagnostics qui sont difficiles. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir l'architecture ganglionnaire et de voir cette architecture et la destruction par les cellules tumorales. Ça permet vraiment d'avoir un diagnostic plus précis. Bon, une exérèse ganglionnaire, c'est quand même pas toujours facile à organiser rapidement. Et l'objectif, c'est d'avoir un diagnostic qui est fait le plus vite possible pour débuter la prise en charge le plus vite possible. Donc maintenant, principalement, c'est des biopsies qui sont faites à l'aiguille, soit sous écho, soit sous scan. Et si on n'arrive pas à faire un diagnostic, là, on passe à l'exérèse. Il faut en fait beaucoup de matériel. C'est aussi pour ça que les anapathes veulent souvent une exérèse ganglionnaire. Ils veulent plusieurs carottes pour pouvoir avoir une analyse histologique, immunohistochimique, et il faut faire beaucoup de marqueurs, donc beaucoup de lames, pour faire une analyse en fiche, pour faire de la biologie moléculaire, pour faire de la congélation. Donc, il faut quand même beaucoup de matériel. Donc, par exemple, ce qui peut être compliqué, c'est si le diagnostic est fait sur un tissu autre que le ganglion. Typiquement, l'atteinte du tube digestif, avec les biopsies qui sont faites pendant les endoscopies, en fait, ça donne des tout petits prélèvements et le diagnostic est difficile et il faut recommencer. Donc, il faut éviter, faut essayer de privilégier plutôt des sites ganglionnaires ou des sites où on peut avoir beaucoup de matériel par rapport, par exemple, le tissu osseux, ce n'est pas très pratique parce qu'on ne peut pas faire toutes les techniques. Encore une fois, les endoscopies, c'est des trop petits, donc fibrobronchiques, fibrogastriques, c'est des trop petits prélèvements, c'est très difficile de faire un diagnostic. On commence par une analyse à l'HES, donc c'est la coloration HES, qui va permettre de voir l'architecture ganglionnaire qui est détruite par une prolifération de cellules qui ressemblent à des lymphocytes. Et qu'est-ce qui permet de voir que c'est une tumeur? C'est que c'est des cellules qui détruisent cette architecture. On va faire de l'immunohistochimie. On va commencer évidemment par des marqueurs B et T. Est-ce qu'il y a une question? Le micro est ouvert. Donc, on va faire les marqueurs B et T. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Je pense que c'est Sky. Excusez-moi. Pas de souci. Les marqueurs B et T, donc CD20, CD5, on commence par ces deux-là. Ensuite, on va faire CD10, BCL6 et MEM, qui vont servir pour l'algorithme de Hans dont on va parler après. NIC et BCL2, qui vont permettre de parler du statut double expresseur dont on parlera après aussi. Et le Ki67, que vous connaissez certainement, qui est le marqueur de prolifération. Donc, vous voyez, ça, c'est un ganglion normal, avec le centre germinatif, la zone claire, la zone sombre, la zone du manteau, et puis la zone interfolliculaire. Voilà. Donc, on peut voir avec les différents marquages, vous voyez, donc, par exemple, là, on a mis le marqueur CD20, donc on a beaucoup de cellules B. Les cellules T, vous voyez, elles sont plutôt ici, c'est le CD3, et le BCL2, donc, qui est l'apoptose, qui est qu'on ne retrouve pas ici. Inhibiteur de l'apoptose. Ah, ok. Vous n'entendez pas bien le son, c'est ça? C'est là, non? Je crois que c'est annoncé. On peut peut-être rapprocher. Ah, on va le rapprocher, ouais.
Est-ce que c'est mieux là? Donc, ici, vous avez un lymphome B diffus à grandes cellules. Donc, vous voyez, ça, c'est la taille des lymphocytes normaux. Et là, on a des très grandes cellules au cytoplasme clair qui envahissent et détruisent complètement la belle architecture qu'on avait vue tout à l'heure. Vous voyez, on n'arrive plus du tout à voir les centres germinatifs, les follicules, ça remplit tout. Donc, c'est un diagnostic, en fait, qui est finalement assez facile. Donc, le lymphome B diffus à grandes cellules, donc diagnostic facile sur l'histologie. Après, comme on l'a dit, on aimerait bien avoir un peu plus de détails. On s'est rendu compte, ça date un petit peu maintenant, ça fait 20 ans, qu'il y avait quand même des profils d'expression génique qui étaient un peu différents. Et on a pu se rendre compte qu'il y avait des profils d'expression génique qui étaient plutôt caractéristiques du centre germinatif et d'autres plutôt centro-germinatifs. Et donc, on s'est dit, il y a trois sous-types de lymphome B diffus à grandes cellules, les GC, les non-GC, enfin les activés et les primitifs du médiastin. Ça, c'est une entité toute seule qui ressemble un peu au lymphome de Hodgkin dont on va parler aussi tout à l'heure. Alors, bon, c'est bien la biologie moléculaire, mais évidemment, ce n'est pas possible. Et les lymphomes diffus à grandes cellules, c'est 5000 nouveaux cas par an en France, donc c'est quand même fréquent. On ne peut pas faire de la biomol à tout le monde, surtout que bon, ça ne change pas forcément la prise en charge. Donc, on s'est rendu compte qu'avec uniquement 3 marqueurs en immunohistochimie, on arrivait à faire grossièrement la différenciation. Donc, comme vous voyez, initialement, lorsque ça a été décrit, les lymphomes GC étaient de meilleurs pronostics que les lymphomes activés. Je dis étaient parce qu'à l'ère des nouveaux traitements, ce n'est plus vraiment le cas. Mais on continue quand même toujours à parler de ces deux sous-entités parce que ce n'est vraiment pas les mêmes profils moléculaires. Donc, je vous parlais de l'algorithme de Hans. Avec le CD10, le BCL6 et le MEM, on arrive à trouver un lymphome GC ou non GC. Et ça, c'est fait dans tous les centres d'anapath, même en ville, grâce à ces 3 marqueurs. Ah, comme ça, c'est parfait. Très bien. Donc, c'est, comme je vous disais, des voies de signalisation qui sont différentes. Dans les ABC, donc post-centrogerminatifs, on va avoir des anomalies qu'on va retrouver aussi dans certains lymphomes indolents, dans la LLC. Donc, il y a l'activation du BCR, la voie NF-kappa-B. On va retrouver des mutations de MYC88, c'est des 79A. Donc, c'est des trucs que vous connaissez, qu'on voit en fait dans pas mal de pathologies, notamment indolentes, puisque c'est lors de la transformation vers le lymphome, vers le plasmocyte, pardon. Et au contraire, les voies moléculaires activées dans les lymphomes centrogerminatifs, ça va être plutôt des voies qui sont communes au lymphome folliculaire, qui vient lui aussi du centre germinatif. Donc, ça va être la voie de BCL2, EZH2, etc. Alors, il y a évidemment des mécanismes oncogéniques qui sont communs aux GC et ABC. Les mutations inactivatrices de TP53, de toute façon, ça, on les voit dans toutes les hémopathies et c'est de mauvais pronostics puisque ça entraîne une résistance à la chimiothérapie. Des gènes impliqués dans l'immunosurveillance, des régulateurs épigénétiques et BCL6. Bon. Kenza, ton micro. On est trop content de voir qu'il y a des hématologues très jeunes. C'est bon, c'est un peu un listing, il n'y a pas besoin c'est pour avoir une idée, parce qu'en fait, ça permet de comprendre après les essais qui sont mis en place, où on essaye de cibler avec des molécules les voies moléculaires. Donc, bon, ça, c'était avant. Maintenant, c'est un peu plus précis. Et la classification GC, non-GC et PMBL, donc lymphome primitif du médiastin, c'est toujours utilisé, mais ce n'est pas l'avenir. L'avenir, ça va être un peu plus précis grâce justement à ces voies moléculaires. Et en fait, il y a eu plusieurs publications qui ont été à peu près dans le même sens et qui permettent de définir maintenant 6 clusters de lymphome B diffus à grandes cellules en fonction des voies moléculaires. Et vous voyez que, par exemple, là, c'était ceux qui étaient plutôt classés GC, et on va en avoir certains qui ont un très mauvais pronostic, puisque dans les GC, on va retrouver les high-grade B-lymphomas. Et au contraire, dans les non-GC, on en a qui ont des pronostics qui ne sont pas forcément toujours péjoratifs. Et donc,
dans ces lymphomes B diffus à grandes cellules, en fonction des anomalies moléculaires, il y a des similarités avec d'autres lymphomes. Par exemple, ce sous-type-là, il a des similarités avec le folliculaire, avec le zone marginale, voilà, etc. Bon. Alors, plus pratico-pratique, le bilan d'extension, donc c'est le TEP scan et le TAP injecté. Pour le suivi, ça va permettre d'utiliser le score de Deauville et les critères de Lugano pour évaluer la réponse au traitement. Donc, le score de Deauville utilise le TEP, c'est pour ça qu'il nous faut absolument un TEP au diagnostic. La biopsie de moelle et la ponction lombaire pour évaluer s'il y a un envahissement neuroméningé et médulaire. Alors, la biopsie ostéomédulaire, je sais que ce n'est pas fait dans tous les centres. Nous, à Mondor, on continue à le faire de façon systématique. En fait, il a été montré qu'avec le TEP scanner, on pouvait prédire l'infiltration médulaire dans les Hodgkin. Et donc, par extension, il y a des centres qui se disent que s'il y a une infiltration médulaire, on le verra au TEP scanner. Nous, en fait, on continue à le faire. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est quand même pas très sympa pour les patients et puis nous, ça nous demande du temps. En fait, c'est parce que souvent, dans la biopsie de moelle, on peut avoir la localisation d'un lymphome indolent. Et donc, c'est quand même intéressant de savoir si ça transforme un lymphome indolent, notamment pour l'explication aux patients. L'indolent ne sera jamais guéri et donc nécessitera un suivi au long cours et donc va forcément un jour probablement rechuter. Pour les patients, c'est quand même pas la même chose. Donc nous, on le fait. Est-ce que ça vous est arrivé justement de trouver la localisation du lymphome B diffus à grande cellule dans la moelle? Il n'y avait rien sur le TEP à la BOM alors qu'il n'y avait rien sur le TEP? Oui, c'est déjà arrivé. En fait, c'était notamment quand il y a des tout petits îlots, quelques cellules. Ouais, ça arrive. C'est pas la majorité des cas, mais ça arrive. Et la ponction lombaire. Excusez-moi. Oui. Du coup, les lymphomes agressifs qui dérivent d'un lymphome indolent, généralement. Alors, désolée, j'ai pas très bien. Ça a coupé un peu, mais j'ai cru comprendre la question. C'était si c'était de plus mauvais pronostic, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors. Pas toujours. On dit que le syndrome de Richter, c'est de très mauvais pronostics. Donc ça, c'est toujours vrai. Après, la transformation d'un lymphome indolent, en fait, ça ne ressort pas vraiment. La transformation sur un lymphome folliculaire, ça peut être de très mauvais pronostics, notamment parce que dans les lymphomes folliculaires, il y a le réarrangement du gène BCL2. Et si le lymphome B diffus à grande cellule porte un réarrangement de MYC, on se retrouve avec un lymphome double hit, donc de très mauvais pronostics. Donc, on va dire que pour les lymphomes folliculaires qui se transforment en lymphome B diffus à grande cellule, il y a déjà un réarrangement génique, en fait. Après, sinon, dans les études, le fait de transformer un lymphome indolent, ça ne ressort pas de façon évidente comme un beaucoup plus mauvais pronostic en tant que tel. Ok, merci beaucoup. Donc, pour la ponction lombaire, évidemment, il faut absolument un immunophénotypage parce que la cellularité ne suffit pas. Et puis, s'il y a un doute, éventuellement discuter l'IRM cérébral. S'il y a une atteinte organique, notamment, je pense... Du coup, l'appel, c'est... Systématique. Oui, systématique. Ça, pour le coup, je pense que ce n'est pas discuté. Est-ce qu'il faut injecter ou pas? En fait, j'ai fait une slide exprès pour la prophylaxie neuroméningée. Vu que maintenant, toutes les études disent que ça ne sert à rien. Nous, on a un peu tendance à injecter la première parce qu'on se dit, tant qu'à faire une PL, on l'injecte. Après, du coup, ça ne repose sur rien. Mine de rien, c'est quand même de la chimio. Donc, voilà. Moi, je ne le fais pas tout le temps, en vrai. Je ne le fais pas tout le temps. Dans certaines, par exemple, dans les atteintes testiculaires, comme il y a souvent des... Là, hier, j'avais 2 patients qui avaient un DLBCL au diagnostic. Il y en a un que je n'ai pas injecté parce que voilà, c'était un DLBCL qui n'était pas très étendu. Il n'y avait pas vraiment de facteur de risque d'infiltration neuroméningée. L'autre, c'était testiculaire. Je l'ai injecté parce que je me dis qu'il y a quand même un risque. On va dire que c'est comme ça que je réfléchis. Je ne sais pas si les autres réfléchissent comme ça. Une imagerie ciblée s'il y a une atteinte d'organes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire l'IRM lorsqu'on a une atteinte ORL. Enfin, il faut essayer vraiment d'être le plus précis possible dans le bilan d'extension. Sur le plan biologique, on élimine le syndrome de Lise spontané. Et puis, nous, sur le plan sanguin, je ne sais pas si c'est fait dans tous les centres, mais nous, on a tendance à faire un immunophénotypage des lymphocytes circulants, justement pour voir s'il n'y a pas un lymphome indolent sous-jacent et aussi pour voir s'il n'y a pas des cellules du lymphome B diffus à grande cellule qui circulent.
Ça, pour le coup, avoir une phase circulante du lymphome, c'est de mauvais pronostics. On a tendance à faire la PCR-EBV assez facilement puisque on peut avoir des lymphomes qui sont liés à EBV. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un point de suivi aussi. Et puis, après, un peu plus moderne, on fait l'ADN tumoral circulant qui sert un peu de maladie résiduelle, même si c'est pas encore dans les guidelines, mais c'est utilisé dans les CHU. Donc, peut-être vous verrez ça au cours de vos stages. Dans le bilan pré-thérapeutique, c'est que du truc logique, bilan des comorbidités de nutrition, donc albumine, une électrophorèse des protéines plasmatiques, voir s'il y a une hypogamma, voir s'il y a un pic monoclonal qui s'y associe. Ne pas hésiter à faire une évaluation gériatrique, notamment après 75 ans. Donc, le truc de base, c'est le G8. Et puis après, on peut faire un peu plus complet avec ADL, IADL, etc. Évidemment, une écho-cœur. Notamment... pour la fraction d'éjection, parce que si elle est inférieure à 50%, ça va être la grande question de qu'est-ce qu'on fait, sachant que c'est une balance bénéfice-risque et donc souvent, il y a quand même plus d'intérêt à faire le traitement du lymphome. Mais dans ce cas-là, il faut faire de façon très rapprochée un suivi par écho-cœur avant chaque cure ou au minimum toutes les 2 cures. Et puis, il y a l'intérêt du dosage de la troponine et du BNP avant chaque cure qui permet de dépister les patients qui sont à risque d'avoir une toxicité des anthracyclines. Les sérologies virales, la préservation de la fertilité et puis la vaccination contre le pneumocoque, contre le Covid, etc. Alors, au diagnostic, on va pouvoir calculer le score pronostic, le score IPI, qui est quand même pour le moment l'outil le plus fiable pour avoir une idée de si on se situe dans un lymphome qui a un fort risque de rechute ou de résistance au traitement, ou si au contraire, on a plutôt une bonne efficacité du traitement. Donc, comme vous le voyez, ça n'a quand même rien à voir les courbes de survie. Donc, c'est quand même pas la même chose qu'on annonce aux gens. Donc, le score IPI, il se base sur le stade. Donc, stade 3-4, c'est 1 point. Les LDH, si elles sont élevées. Le performance status, de 2 à 4. Et s'il y a plus de 1 aire extra-ganglionnaire atteinte. Et l'âge, plus de 60 ans. Donc, strictement plus d'une. Et puis, on peut utiliser aussi le Adjusted EP, qui est la même chose, mais on enlève l'âge et les aires extra-ganglionnaires pour en fait gommer la place de l'âge. Et donc, notamment pour les patients âgés, ça permet d'avoir, pour les patients entre 2 âges, ça permet d'avoir quelque chose qui est très discriminant aussi. La prise en charge thérapeutique rapide. Il faut moins d'1 mois entre le diagnostic et le début du traitement, absolument. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lymphome le moins étendu possible. Le traitement de référence, c'est une chimiothérapie de type R-CHOP. Maintenant, l'ajout du rituximab ne fait plus trop de doute. Et vous voyez, ça a été quand même, c'était en 2005. Donc, ça a permis d'avoir quand même un gain qui était pas mal. On était plutôt aux alentours de 40-50%. Et là, on est quand même aux 60% grâce au rituximab. On a essayé d'autres anti-CD20, si vous vous posiez la question. Le GA100 ne fait pas mieux que le rituximab, donc pour le moment, on reste sur le R-CHOP. Le R-CHOP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du rituximab qui maintenant se fait en sous-cutané dès la 2e injection avec une prémédication par un corticoïde. Des anthracyclines, c'est de la doxorubicine, de l'endoxan, de la vincristine et des corticoïdes de J2 à J5, puisque le J1, il y a la prémédication. La vincristine, ça donne des neuropathies sensitives et donc on peut avoir tendance à l'enlever lorsque les patients commencent à être gênés. Il y avait, je crois, une étude qui avait montré que ça ne changeait rien d'enlever la vincristine. Pourquoi on la laisse? C'est la question. Mais en tout cas, l'enlever dans les dernières cures, ce n'est pas gênant. Dans les recommandations, on n'est pas obligé de prévenir la neutropénie fébrile par du GCSF. Et donc, ce qui est obligatoire, c'est s'il y a un épisode de neutropénie fébrile, ensuite, on est obligé de mettre du GCSF. Nous, et je pense que la plupart des centres en France font pareil, on le met systématiquement juste parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de places d'hospitalisation pour accueillir les aplasies fébriles. Et avec ça, franchement, c'est un risque qui est minime. Vous voyez, sans GCSF, on est à 10 à 20%. Donc, bon. On met une prophylaxie anti-infectieuse systématique par Bactrim Zélitrex. Prophylaxie neuroméningée, on en parlera tout à l'heure. Pour les anti-émétisants, on recommande aprepitant et Zofren.
Pour le reste de notre pénifébrile, les 10 à 20%, c'est à chaque cure ou sur toute la durée du traitement? Non, à chaque cure. Donc, c'est vrai que... Oui, du coup, ça fait... Alors, c'est 6 cycles espacés de 21 jours. Oui. Excusez-moi. Oui. Juste pour quand on retire la Christine, est-ce que on la remplace par de la Non. ou on arrête Non, complètement? pas rien du tout. On arrête la Christine. Ok. Donc, on fait 6 cycles espacés de 21 jours. Surtout, ne pas décaler. C'est vraiment le concept de la dose-intensité. Il faut maintenir son timing. C'est aussi pour ça que le GCSF, c'est bien de le faire en systématique, parce que si le patient a une aplasie fébrile, en fait, ça va retarder la cure suivante et en fait, on risque pour le coup de perdre sur le lympho. Si les patients, ils ont le Covid. Ah, bah oui, alors, faut pas qu'ils soient symptomatiques. Nous, on attend qu'ils soient négatifs. Ouais, Qu'ils négatifient leur prélèvement. Bon, après, quand le Covid persiste un peu, s'ils ont vraiment plus du tout de symptômes, il y a un moment, faut y aller, quoi. C'est vrai que c'est la question actuelle. Hein. Donc, 6 cycles est égal à 8 cycles et R-shop 14 est égal à R-shop 21. Donc, alors bon, c'est une sous-analyse d'une étude. Ça, c'était prouvé chez les patients âgés. Donc, mais on va dire que le traitement de référence maintenant, c'est 6 cycles de R-shop tous les 21 jours. Alors, attention, ça faisait 20 ans qu'on avait le même standard par R-shop et il y avait des études tous les ans qui essayaient d'améliorer. Et là, incroyable, on n'y croyait plus. Peut-être un nouveau standard. Donc, qui s'appelle le polatuzumab vedotin RCHP. Donc, en fait, c'était l'essai Polarix qui a été débuté en 2018. Et on a eu les résultats à la SH de 2021. Et il semble que le RCHP fait mieux que le R-shop. Donc, qu'est-ce que c'est le polatuzumab vedotin? Donc, c'est un anti-CD79B. Donc, ça veut dire que c'est un autre anticorps monoclonal qui cible un autre marqueur B. Sauf que c'est comme le brintuximab dans les lymphomes de Hodgkin. En fait, il est associé à une chimiothérapie. Et donc, du coup, il va libérer sa chimiothérapie à l'intérieur. Donc, ça va agir sur le microtubule à l'intérieur de la cellule tumorale. On le sait qu'en première ligne, sur des petits effectifs, ça avait une efficacité. Donc, l'idée, ça a été de montrer la supériorité au R-shop. C'est difficile parce que le R-shop fait déjà pas mal, en fait. Donc, l'idée, c'était un truc randomisé. On randomisait Pola RCHP versus R-shop. On faisait 6 cycles. Après, ils avaient rajouté 2 rituximab, même s'il y a eu des études qui montraient que ça ne servait à rien de rajouter du rituximab à la fin. Mais bon, c'est le standard qu'ils avaient choisi de faire. Pourquoi il n'y a pas le O, donc l'oncovin de la vincristine? Parce que le polatuzumab a déjà une toxicité neurologique. Donc, c'était Pola RCHP versus le R-shop. Donc, il y avait deux placebos, en fait. Le placebo Pola et le placebo oncovin. Bon, les critères d'inclusion, c'était assez large. Et on n'a pas vraiment d'amélioration de la survie globale, hein, mais bon, en même temps, c'est un peu difficile. Mais par contre, on a une amélioration de la PFS qui est significative. Donc, ça fait quand même un petit peu mieux. Ce qu'on a pu voir quand même dans les sous-analyses, donc c'est un New England cette année, ce qu'on a pu voir, c'est que le bénéfice semblait moindre pour les moins de 60 ans, pour les hippies faibles et pour les masses bulky. Et puis pour le moment, on a un suivi court. Donc voilà. Est-ce que dans les prochaines années, ça va être le nouveau standard? Pour le moment, ce n'est pas encore rentré dans les habitudes, mais en tout cas, peut-être pour les plus de 60 ans... Par rapport au coût? Alors, pour le coup, je ne sais pas. En effet, c'est intéressant. Après, sachant que quand les gens rechutent, il faut passer au CAR-T-cells, ça a peut-être quand même un intérêt d'être un peu meilleur là. Voilà. Bon, il y a quand même... Alors, on s'attendait à une neuropathie périphérique plus importante. En fait, c'est à peu près pareil. Ça, c'est à cause de l'oncovin. Mais par contre, un peu plus de neutropénie fébrile dans le groupe Pola. Alors, comme je vous disais, renforcer le traitement par rituximab, il y a eu plusieurs essais. Il n'y a pas d'intérêt à rajouter du rituximab, par exemple, à J8 des deux premiers cycles. Il n'y a pas d'intérêt à rajouter 2 cycles de Ritux seul après les 6 R-shop. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'intérêt à une maintenance
contrairement à ce qu'on fait dans le lymphome folliculaire. Et Donc, bizarrement, si jamais c'est un DLBCL secondaire, enfin si jamais c'est un secondaire à un eh ben, on ne fait pas de maintenance. Ouais. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, les DLBCL qui transforment un folliculaire ont un traitement qui est plus court que les folliculaires tout court. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut renforcer le traitement chez les plus graves? Donc, par exemple, ceux qui ont un IP très élevé ou les high-grade bilymphoma dont on parlera tout à l'heure. On ne sait pas trop. En fait, on n'arrive pas vraiment à montrer. Il y a des études qui montraient que peut-être le RACVBP faisait un peu mieux que le R-CHOP, notamment dans un sous-groupe IP3-5, mais ça ne ressort pas en multivarié. Il y a eu le DAER-EPOC qui a été testé versus le R-CHOP, comme vous pouvez le voir. Bon. En fait, le problème, c'est que le R-CHOP, il a été sélectionné aussi parce que c'est un traitement qui n'est pas très toxique. Et donc, dès qu'on tombe sur du RACVP, du DAER-EPOC, on a des aplasies fébriles. Et en fait, probablement qu'on perd à cause de la tox, avec des décès toxiques et puis des retards de cure. Donc, pour le moment, en fait, non, il ne faut pas. Pas d'autogreffe en première ligne. Donc ça a été l'essai GAIND, dont vous entendrez probablement parler. Nous, en tout cas, dans le service, en fait, on traite encore les sujets jeunes selon GAIND. Donc, on leur fait du R-CHOP 14. En fait, l'essai GAIND, en fait, avant, il y a une dizaine d'années, pour les gens qui avaient un IP élevé, on leur faisait une autogreffe en première ligne. Donc, c'était quand même un traitement costaud pour les lymphomes B diffus à grande cellule. Et en fait, cet essai-là, il se disait, si les gens répondent très vite sur le TEP scanner, probablement qu'il n'y a pas besoin d'autogreffe. Et donc, du coup, donc c'était des cycles de soit RACVBP, soit R-CHOP 14, et on faisait un TEP scanner après la 2e cure, et après la 4e cure, et après la 8e cure. Et en fait, si le TEP à 2 cures était négatif, il n'y avait pas d'autogreffe. Si le TEP à 2 cures était positif, les gens allaient à l'autogreffe. Et si le TEP à 4 cures était positif, là, c'est comme tout le monde, on considère que c'est réfractaire et on change de traitement. Et en pratique, en fait, il y a très peu d'autogreffes. Et moi, en 4 ans de clinica, je pense que j'ai vu une autogreffe parce que le PET à 2 cures était positif. Donc, en fait, clairement, l'autogreffe en première ligne n'a plus du tout sa place. Alors, d'autant plus maintenant qu'il y a les CAR-T-cells. Voilà. Donc, ça a un intérêt de faire un TEP précoce pour détecter rapidement les mauvais répondeurs. Alors, donc, comme je vous expliquais, avant ce super essai de la SH 2021, il y a eu plein d'essais qui essayaient de rajouter des drogues au R-CHOP, donc l'ibrutinib, le venetoclax, le Revlimid, ça c'est en cours, inhibiteur de ZH2, inhibiteur de PI3 kinase, des anticorps bispécifiques, bon, bref, plein de choses. En fait, on n'a jamais réussi à montrer une amélioration. Probablement parce qu'en fait, c'est des maladies tellement hétérogènes que du coup, comme on met le médicament dans tout le tas des lymphomes B diffus à grande cellule, on n'arrive pas à voir l'efficacité. Par exemple, l'ibrutinib, probablement que ça pourrait avoir un intérêt dans les non-GC. Mais le problème, c'est que comme c'est toxique, chez les plus de 60 ans, en fait, on perdait en toxicité. Donc peut-être que les non-GC chez les moins de 60 ans, ça pourrait avoir un intérêt. Le venetoclax, peut-être dans le sous-groupe BCL2, qui surexprime le BCL2. Mais dans tout le groupe, ça n'a pas d'intérêt. Le Revlimid, pourquoi pas dans les non-GC, enfin, plutôt, en fait, ça avait été testé dans les non-GC. En fait, on a l'impression que ce sera efficace autant dans les GC que dans les non-GC. Après, la physiopathe, ce n'est pas très clair, parce qu'on avait plutôt tendance à croire que ce serait pour les non-GC, mais probablement en baissant la dose, parce qu'encore une fois, on a trop de toxicité. Et par contre, les essais qui semblent intéressants, c'est les anticorps bispécifiques. Parce que les anticorps bispécifiques, donc, on en parlera un peu tout à l'heure, c'est des anticorps qui sont à la fois qui ciblent le B et le T, donc qui permettent d'aider à tuer les cellules lymphomateuses via la lyse par les lymphocytes T. Et donc, l'idée, c'est peut-être de rajouter des anticorps bispécifiques, mais l'essai, par exemple, qui est en cours, c'est pour ceux qui semblent ne pas bien répondre après 2 cures. Faut quand même, ça reste des maladies qu'on guérit dans quand même une grosse partie des cas. Il faut réussir à cibler ceux qui nécessitent d'avoir plus de traitements. Et Velcade, Vidaza, pas d'intérêt.
Alors, les stades localisés, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a quand même des stades localisés. Et pour le coup, ceux-là ont un excellent pronostic. Donc, c'est les stades 1 ou 2. Vous voyez les courbes, c'est très bien. Donc, l'idée, c'est plutôt comme dans le Hodgkin maintenant, c'est de dire, maintenant, arrêtons d'être trop toxiques avec la chimio, faisons moins de chimio. Avant, on leur faisait 3 cures de AirShop et on faisait des rayons. Et en fait, on avait une amélioration de la PFS, mais pas de l'OS, parce qu'en fait, la toxicité des rayons au long cours perdait le bénéfice qu'on avait eu avec la chimiothérapie. Donc, clairement, il faut arrêter la radiothérapie. Pour les gens de 80 ans, why not? Mais pour le long terme, non. Donc, là, l'idée, c'est de faire 4 cures de AirShop. Donc, il y a eu 2 essais. Donc, les Américains, ils ont fait 4 cures de AirShop. En fait, ils faisaient un TEP après 3 cures. Et s'il était négatif, ils faisaient une cure supplémentaire. Et ça avait l'air ça donnait des très bons résultats, même peut-être dans les HGBL. L'essai français, c'était le 09-1B. C'était un peu particulier parce que c'était les AIP 0. Donc, c'était vraiment pas les LDH augmentés. Ils étaient vraiment de très bons pronostics. Et là, pour le coup, si le TEP2 était négatif, on faisait 2 cures de AirShop supplémentaires. En tout cas, clairement, on ne dépasse pas 4 cures de AirShop pour les localiser. Et par contre, si les gens sont bulky, on les passe dans quand même 6 AirShop. Je n'ai pas compris, si les TEP étaient négatifs, pourquoi c'est à ce moment-là qu'on faisait 2 cures? On consolide quand même. Ouais. Okay. Non, l'idée, c'est en fait de voir, encore une fois, ceux qui répondent super bien à la chimio, on fait ce qu'on avait prévu. En fait, c'est ça dans les lymphomes. Si les patients répondent bien, on fait le truc prévu. Si les patients répondent mal, on consolide. Ah oui, pardon. Si le TEP est positif, on fait 6 AirShop. Et on fait une réévaluation, on leur fait un traitement de lymphome plus étendu, quoi. En fait, je suis pas sûre. Donc, en fait, c'est un TEP2 pour tout le monde. Tu fais un TEP2, un TEP4. Si jamais il est localisé et que le TEP2 est neg, tu fais que 4. Ah oui, donc, si jamais il est localisé et que le TEP2 est pos, tu fais pas TEP4. De toute façon, tu verras TEP4. En général, c'est pas très bon. En fait, dans les classiques, c'est peut-être parce que ce que j'ai pas dit, dans les classiques, en fait, tu fais un TEP à 4 cures. Voilà. Donc, pour les stades étendus, tu fais 4 AirShop et tu vois sur le TEP, si il est négatif, tu fais tes 6 cures. S'il est positif, il faut changer de traitement. Dans les localisés, en fait, on n'attend pas d'être à 4 cures. Tu vois, on fait une évaluation après 2 cures pour n'en faire que 4. Voilà. Alors, la prophylaxie neuroméningée, donc c'est pas encore très bien codifié. Avant, on faisait en fait 4 PL, une PL thérapeutique à chaque cure de AirShop. Bon, il y a eu quand même de plus en plus des études qui montrent que c'est pas sûr que ce soit très efficace. Alors du coup, on s'est posé la question de est-ce qu'il faut mettre du méthotrexate à haute dose. Donc la question c'était est-ce qu'il faut le mettre en intercalé, c'est-à-dire faire du AirShop métho, ou alors faire 4 cures de AirShop, puis du métho, terminer les AirShop, ou alors faire les 6 cures de AirShop, puis terminer par 2 cures de métho haute dose. En fait, on n'a pas trop la réponse, mais il y a quand même des... je pense que pour le coup, là, si on fait un sondage dans la France, tout le monde fait différemment. Mais bon, les études récentes ont l'air de montrer qu'il n'y a pas forcément moindre chute lorsqu'on fait du méthotrexate. Que clairement, le faire en intercalé, ça n'a pas l'air d'être la bonne idée parce qu'en fait, on retarde les cures de AirShop et donc du coup, on perd l'efficacité du traitement. Parce qu'en fait, la meilleure solution pour ne pas avoir de rechute neuroméningée, c'est le bon contrôle du lymphome. Ça, tout le monde en est sûr. Voilà. En tout cas, c'est en fonction du CNS-IP. Et le CNS-IP, en fait, c'est comme le score IP avec atteinte rein et surrénale qui donne 1 point de plus. Et donc, on considère qu'il est élevé lorsqu'il y a 4, 5 ou 6 facteurs. Et donc, quand on a un CNS-IP élevé, là, on peut se poser la question de la prophylaxie neuroméningée. Je pense que pour le moment, quand le CNS-IP est élevé, pour le moment, il n'y a aucun centre qui a lâché complètement le méthotrexate. On se dit quand même si on peut éviter. Parce que pour le coup, la rechute neuroméningée, c'est vraiment... Et là, du coup, les testicules, ils en parlent. Ils ne parlent pas d'atteinte testiculaire. Eh ben non. D'accord. Mais donc, on le... le testicule, c'est vraiment particulier. Lymphome testiculaire, nous, on a tendance à faire du AirShop métho. Commencer par du AirShop métho.
Ou pour les patients âgés, où on a peur de ne pas réussir à passer l'AirShop, on fait du AirShop. S'il y a 2 cures, ils ont bien répondu. Là, on se pose la question de voir à quel moment on va mettre le métaux ou éventuellement de faire du AirShop puis tout à la fin le métaux. Mais non, le lymphome testiculaire, c'est vraiment un lymphome très particulier. Il a vraiment un profil d'expression génique un peu spécial. Je ne sais pas d'ailleurs ce que font les autres centres. Je pense que tout le monde fait du AirShop métaux. Voilà. Alors, le suivi en consultation, c'est tous les 3 mois pendant 2 ans, puis ensuite tous les 6 à 12 mois, parce que la rechute, elle survient pendant les 2 ans. On ne fait pas de suivi par imagerie, sauf évidemment s'il y a un lymphome indolent sous-jacent. Dans ce cas, on va faire une imagerie tous les 2 ans. Et puis, en fait, après, la surveillance, c'est tous les 6 à 12 mois. Notamment, il faut ne pas louper les complications cardiovasculaires. Donc, on fait une écho-cœur à la fin du traitement et à 1 an. Et puis, après, possibles complications. Juste encore une question, si jamais la PL est positive, du coup, on fait quoi là, c'est autre chose. Pour le coup, c'est pareil. Je pense que tous les centres ne traitent pas pareil, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mon PowerPoint. Mais pour les vieux, nous, on fait du AirShop métaux. Enfin, en fait, c'est différent parce que si la PL est envahie, là, on parle d'autre chose. Puisqu'on parle d'un lymphome qui a une atteinte neuroméningée et que le AirShop ne va pas dans le système nerveux central. Donc, clairement, il faut faire du métaux en première ligne. Donc, c'est AirShop métaux pour les patients âgés. Et dans certains centres, on a tendance à faire même des traitements un peu plus lourds, donc un peu de type Burkitt, avec alternance métaux, aracés, pour vraiment utiliser des drogues en fait, qui vont pénétrer la barrière neuroméningée. Minimum du AirShop métaux, on va dire. Alors, donc bon, c'était juste pour vous donner une petite idée. Donc, on l'a dit, la biopsie, etc. En gros, 80-85%, c'est des DLBCL-NOS. 30% seront des localisés, 60% des avancés. Dans les localisés, en fait, on n'aura que 5% qui seront réfractaires. Dans les avancés, on en a 15% qui seront réfractaires. Ce qu'on appelle réfractaire, c'est si les gens progressent sous chimiothérapie ou s'il y a une progression dans les 6 mois. Et puis après, il y a ceux qui vont avoir une réponse complète. Donc, quand même, une grosse majorité des patients. Le problème, c'est la rechute. Et donc, la rechute. J'ai juste une question. Est-ce que si on a un DLBCL jeune, en soi, c'est un facteur de mauvais pronostic? Enfin, si à 25 ans, non, au contraire. En fait, dans le score IPI, ton facteur de mauvais pronostic, c'est plus de 60 ans. Ok. Donc, il n'y a pas un truc, je sais pas... Comme le cancer du sang. Ouais, voilà, où on se dit, si on est jeune, c'est que, je sais pas, on est un peu prédisposé ou je sais pas. Ah oui. Écoute, non. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de trucs génétiques qui ont été retrouvés. On ne fait pas du tout d'enquête familiale. Par rapport à ceux qui se déclenchent pendant la grossesse, est-ce que c'est un facteur de risque ou est-ce que c'est qu'on les diagnostique pendant la grossesse parce que c'est là que les femmes sont vues par un médecin? Ah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, après, c'est vrai qu'à Cochin, je pense qu'on a un biais de recrutement aussi. Ah oui, tu es à Cochin? Ah oui, parce que nous, on n'en voit jamais. Ouais. Ils doivent tous aller chez vous. Je ne sais pas. Après, les pathologies auto-immunes, elles sont... on sent que probablement, c'est peut-être Est-ce que c'est un facteur de risque? Moi, ce n'est pas un facteur de risque à ma connaissance. Mais en soi, on ne peut pas complètement l'éliminer quand même. Il y a tellement de changements physiologiques pour adapter, etc. D'un point de vue immunologique. Ouais, ça ne me paraît pas non plus complètement... Je ne suis pas sûre que ça ait été décrit. Je ne pense pas, en effet, mais moi, il y a plusieurs chefs qui m'ont dit que c'est très classique que ce soit les femmes enceintes qui arrivent et après, voilà, on est à Cochin, je pense qu'on en voit plein parce qu'il y a le recrutement, mais qui me disent que c'est classique que ce soit pendant la grossesse, mais en effet, quand je regarde un truc, j'ai jamais vu comme facteur de risque le fait que... Moi non plus, j'ai jamais vu. Alors, donc le problème, c'est la rechute. Donc, c'est pour vous donner une idée des courbes de survie lorsque les gens sont réfractaires, que ce soit primary réfractaire, donc réfractaire à 6 mois ou à 1 an. C'est la même chose qu'être réfractaire à la seconde ligne. Et il y avait aussi donc, ceux qui étaient réfractaires à 12 mois après l'autogreffe. Quand on rechute, ça ne va pas très bien. En tout cas, ça, c'est les données, on va dire, historiques. Donc, actuellement, le standard en deuxième ligne, c'est l'autogreffe. Donc, l'autogreffe, ce n'est pas pour tout le monde. Il n'y a que 50% des gens qui vont être éligibles à l'autogreffe. Et parmi ceux-là, il faut qu'ils soient en bonne réponse.
Donc, du coup, vous voyez, on arrive qu'à seulement 25% de gens qui vont pouvoir être autogreffés. Et sur ces 25%, eh ben, il y en a seulement un tiers qui vont pouvoir être guéris. Bon, voilà, donc l'autogreffe, ça en sauve quelques-uns, mais pas beaucoup. Clairement, il faut faire mieux pour la seconde ligne. Donc, le standard actuel, pour les patients jeunes, c'est vraiment moins de 65 ans et le mieux, c'est quand même moins de 60 ans, c'est l'autogreffe. Donc, on va utiliser un traitement de deuxième ligne. L'objectif, c'est d'avoir une rémission complète pour pouvoir faire l'autogreffe. Si le traitement de deuxième ligne ne permet pas d'obtenir une rémission complète, on ne fait pas l'autogreffe. Le traitement d'autogreffe, c'est vraiment une consolidation. Le régime de deuxième ligne, ça va être soit du RDHAC, soit du RICE ou RDHA-OX, peu importe. Donc, des polychimiothérapies. On garde le Ritux, on va utiliser des sels de platine, de la racitine ou bien de l'ifosfamine. Et le conditionnement de l'autogreffe, ça va être pour BIM. Donc, ça rattrape un quart des patients. Mais maintenant qu'il y a les CAR-T-cells, voilà. Pour le moment, c'est encore le standard pour les patients jeunes. Alors, CAR-T-cells en deuxième ligne à la place d'autogreffe. Et en fait, ça a été la question à la SH 2021. Le problème, c'est qu'il y a eu 3 études, et notamment 2 dont on a parlé, qui ont des résultats contradictoires. Une a montré que le fait de faire une autogreffe ou des CAR-T-cells, alors c'était même pas forcément autogreffe, c'était traitement standard. Donc, en fait, chez les jeunes, c'était autogreffe, les autres, c'était ce qu'on peut. Il y a une étude qui a montré que ça faisait exactement pareil. Et une autre étude qui a montré que les CAR-T-cells faisaient mieux. Bon, je vous passe la polémique. En fait, dans l'étude qui a montré que ça faisait mieux, les patients qui recevaient des CAR-T-cells n'avaient pas de bridge. Donc, en fait, en gros, c'est des patients qui pouvaient tranquillement attendre leurs CAR-T-cells. Donc, ce n'étaient pas des patients très évolutifs, très prolifératifs. Donc, déjà, de base, moins grave. Mais bon, il n'empêche, on garde ça en tête. On garde ça en tête parce que clairement, les essais actuels, c'est CAR-T-cells en deuxième ligne. Mais on n'a pas encore la certitude, ce n'est pas encore le standard, on va dire. Pour les patients non éligibles à l'autogreffe, il n'y a pas de traitement standard, donc ça reste de la chimiothérapie, des chimiothérapies qui ne peuvent pas être très lourdes puisque c'est des patients qui sont âgés, ou comorbides, qui ne peuvent pas tolérer les chimios trop fortes, trop aplasiantes. Donc, ça peut être le RGMOX. Il y a des personnes qui font du R-Banda, polatuzumab. Parfois, on arrive à passer du RDHA-OX, parfois un peu de RICE, du R-Oloxon VP16. Enfin, voilà, chaque centre a un peu ses habitudes. Il y a d'autres combinaisons. Mais surtout, rapidement, ça va être les CAR-T-cells en deuxième ligne. Et il y a déjà plusieurs essais qui sont ouverts pour CAR-T-cells en deuxième ligne pour les patients qui ne sont pas éligibles à l'autogreffe. Donc, pour vous donner une idée, ça ressemble aux courbes. Donc, le RGMOX, c'est un des traitements qu'on utilise pour les gens. Alors, c'est quand même plutôt pour les plus de 70 ans, mais pour les patients qui sont en rechute, bon, ça ne sauve pas grand monde. Voilà. On a une survie globale, survie médiane à 10 mois. Donc, il faut vraiment faire mieux. Donc, deuxième rechute, quoi qu'il arrive en troisième ligne, on a l'AMM pour faire les CAR-T-cells. Bon, les CAR-T-cells, on va peut-être pas... Vous avez eu le cours sur l'immunothérapie ? C'était la semaine dernière, mais il a été reporté. Ah, ok. Bon, je vous fais un mini rappel sur les CAR-T-cells. Vous n'allez pas vous sentir offensé. Donc, les CAR-T-cells, c'est l'idée, en fait, c'est d'utiliser le système immunitaire du patient pour détruire les cellules tumorales. Et donc, en fait, c'est des lymphocytes T du patient qu'on modifie pour qu'à sa surface, il ait des récepteurs anti-B. Donc, il y a eu plusieurs générations. En fait, il faut des molécules de co-stimulation pour activer le lymphocyte T quand il rencontre sa cible. Donc, on fait une aphérèse, on isole les cellules T, on les modifie. Donc, le patient devient un OGM. On aime bien dire ça au passage. On les fait expandre et la petite poche ensuite est administrée au patient. Donc, il y a quand même un délai de fabrication. Ça se fait en Europe, mais voilà, ce n'est pas forcément en France. Donc là, le caphérèse, pendant ce temps-là, on est très souvent obligé de faire un bridge. Donc, c'était de ça que je parlais. Parce que la plupart des gens, ils ne peuvent pas attendre 1 mois sans chimiothérapie, en fait. Donc, on fait une chimiothérapie de bridge. Ensuite, avant de faire la réinjection, on fait une lymphodéplétion. Donc, pendant 5 jours, ça ressemble à un conditionnement atténué de greffe. On met de la fludarabine et de l'endoxan. L'idée, c'est d'éliminer les lymphocytes T pour qu'il y ait une bonne expansion des lymphocytes T CAR.
Voilà, et ensuite, on les surveille pour les différents effets secondaires. Donc, voilà. Donc, dans les premières études, Princeps, on avait l'impression qu'on guérissait 2/3 des patients. Bon, maintenant, on est plutôt à la moitié, 40-50% dans la vraie vie. Ça, c'est le registre français, donc c'est la vraie vie. Il y a 2 produits sur le marché, donc la polémique n'est pas tout à fait ouverte, mais il y en a un qui fait, on a l'impression qu'il y en a un qui fait un petit peu mieux, mais c'est encore à prouver. En tout cas, voilà, les courbes, on a l'impression qu'on atteint un plateau, mais bon, c'est pas non plus, voilà. On va dire qu'il y a un patient sur 2 qu'on arrive à soigner. Moi, j'ai 2 questions. Déjà, la première, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de place? Parce que j'ai l'impression que nous, les patients qu'on va envoyer au Carticel, mais par exemple pour des myélomes, on n'a jamais de créneau. C'est parce que pour les myélomes, en fait, c'est pas les mêmes. Là, c'est pas les mêmes cibles. Tu peux pas faire un. Mais ce que je veux dire, c'est que même et du coup pour les lymphomes, il y a de la place pour tout le monde ou Ouais. En fait, le myélome, là, tu parles de problèmes financiers, en fait, je pense, parce que en fait, le lymphome, c'est bon, on a l'AMM, donc il y a toutes les places qu'on veut pour tous les patients qu'on veut. En fait, parce que vraiment, ça a été reconnu comme, ça a apporté un gain de survie, tu vois, c'est quand même mieux que ce qu'on faisait avant. Mais même si c'est très cher, alors que dans les myélomes, en fait, comme un myélome, tu peux pas le guérir. C'est-à-dire que tous les patients qui ont un myélome, un jour auront des carticelles. Et il y a quand même 5000 nouveaux myélomes par an en France. Donc, du coup, c'est freiné à fond par les autorités de santé pour que ce soit vraiment que pour certains patients sélectionnés. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de place. D'accord. C'est les moins de 40 ans qui les ont. Voilà. Nous, il y a un vieux qui l'a eu. C'est pas vrai. Après, voilà, des fois, des fois, c'est peut-être dans le cadre de certains essais, tu vois, il suffit que ça tombe, il y en a qui ont eu de la chance, quoi, mais ouais, non, maintenant, c'est vrai que nous, on essaie et puis on dit, non, il est trop, ils disent carrément, il est trop vieux, on ne l'aura pas. Bah ouais. Non, pour les lymphomes, pas de souci. Enfin, je comprends pas combien de temps ils circulent les carticelles une fois qu'on les met, parce que je comprends pas pourquoi à un moment... ça s'arrête. Les cellules, elles devraient... rester à vie. Moi, je comprends pas pourquoi elles ne meurent pas. Elles vont... je comprends pas comment elles... en fait... ça devient des mémoires après. Voilà, ça devient des mémoires. On arrive à les mettre mémoire. Okay. Alors après, il y a la différence entre les vrais CAR qui sont dans le corps du patient et ce qu'on arrive à détecter. Et là, actuellement, on a quand même encore des seuils de sensibilité qui sont probablement un peu bas. Et donc, il y a un moment où on n'arrive plus trop à détecter de CAR et des patients, et ensuite on en redétecte. Et donc, ça montre que ça peut perdurer au moins 1 an, 2 ans après. Donc, il y a vraiment des CAR qui restent toujours. Mais il y a des gens, on n'arrive plus à détecter leurs CAR et ils restent en rémission. Alors, est-ce qu'on a guéri le lymphome et puis les CAR ont disparu? Ou est-ce que c'est qu'il y a toujours une immunosurveillance? On ne sait pas trop. Et puis, il y en a qui rechutent alors qu'ils ont encore des carticelles. Soit par perte de la cible, soit parce que les carticelles sont plus fonctionnelles. C'est encore en cours de... Et là, juste pour ce graphique, c'est la survie, c'est l'OS? Oui, c'est l'OS. D'accord. L'OS. Donc, du coup, on ne sait pas s'ils ont reçu d'autres traitements derrière. Non, c'est vrai. Bon, après, avoir un beau plateau comme ça... Oui. Alors, par contre, si jamais les patients rechutent en post-CAR-T, bon, là, c'est la catastrophe. On revient au cours de tout à l'heure. Et tous ceux qui rechutent en post-CAR-T, ça répond un peu à ta question. À 6 mois, 70% ont rechuté. Et je crois que j'avais la slide à 1 an, ils étaient à 85%. Enfin, c'est catastrophique. En fait, vraiment, ce qu'il faut retenir dans le lymphome BDF fragment de cellules, c'est qu'on peut les guérir en première ligne. La guérison en deuxième ligne, c'est 15% par l'autogreffe, 30% par les carticelles, 30-40% par les carticelles. Sinon, pour le moment, on ne sait pas guérir, en fait. La rechute, c'est vraiment pas bien. Bon, cependant, restons positifs. Il y a des nouvelles approches. Et donc, c'est ce que je vous parlais. Donc, il y a d'autres anti-CD20. Il y a le GA101, le polatuzumab, le tafasitamab, donc différentes cibles. Et il y a les anticorps bispécifiques. Donc ça, c'est quand même, on a un petit espoir là-dedans. Et donc, comme je vous disais, en fait, il y a même maintenant un essai des anticorps bispécifiques en première ligne. L'idée, en fait, cet essai-là, il est ouvert il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un suivi par l'ADN tumoral circulant. Donc, ça se veut un peu plus précis que le TEP. On dose l'ADN tumoral circulant avant de débuter. On fait 2 cures. On redose l'ADN tumoral. Ils ont mis un seuil, je ne sais plus exactement lequel. Si on considère qu'il reste encore beaucoup d'ADN tumoral,
on pense que le R-CHOP ne sera pas suffisant et là, on rajoute un bispécifique. Alors, là, on va passer aux autres sous-classes. Donc, le PMBL, lymphome B primitif du médiastin. Ça doit être cela que tu voyais chez les femmes enceintes. C'est typiquement le lymphome de la femme jeune, 30-40 ans. Ça représente 10% des lymphomes B diffus à grande cellule et ça se présente très typiquement par une masse bulky médiastinale. Donc, souvent, il y a un envahissement contigu. Donc, on va avoir la péricardite, l'épanchement pleural, le syndrome CAF-SUP. Très rarement l'envahissement médulaire. Parfois d'autres organes, mais principalement, c'est vraiment la masse médiastinale. Et en fait, c'est à la limite entre un lymphome de Hodgkin et un DLBCL. Il y a des marqueurs B d'activation, le CD30, parfois le CD15. Il n'y a quasiment jamais de réarrangement de MYC-BCL2, BCL6. La cytologie est un peu particulière. Et on pense que peut-être ça vient des cellules B thymiques. Donc, il y a 30% de gènes communs, notamment la voie JAK-STAT, la voie des PDL1, voie NF-κB. Et donc, c'est des lymphomes où, lorsqu'on est en rechute, on peut utiliser les anti-PD1 et ça marche plutôt pas mal. Il y a eu un moment où c'était avant, on pensait qu'il y avait un intérêt de faire de la radiothérapie de clôture sur la masse médiastinale. C'est quand même pas dénué d'effets indésirables. Donc, les perspectives, maintenant, ce qui se fait, c'est plutôt de faire une IRM pour réussir à voir... Parce qu'en fait, on leur fait la chimio et ensuite, il reste une masse. Et on n'arrive pas à savoir si c'est une masse cicatricielle, fibrotique, dont on s'en fout, qui ne rechutera jamais, ou est-ce que c'est vraiment du lymphome. Avec l'IRM, on arrive à être un peu plus précis. Et comme je disais, pour les rechutes, les anti-CD30, évidemment, les anti-PD1. Donne de bons résultats. Alors, les lymphomes B de haut grade, ça, c'est ceux qu'on ne sait pas bien soigner. Donc, les lymphomes B de haut grade, ça correspond donc, comme je vous disais, à ce qu'on appelle les Burkitt-like. Donc, ça, pour poser le diagnostic de HGBL, qui a un pronostic très péjoratif, il y a deux voies d'entrée. Soit avec les réarrangements géniques. Donc, soit c'est des patients qui ont un réarrangement de MYC associé à un réarrangement de BCL2, ou bien un réarrangement de MYC associé à un réarrangement de BCL6, ou bien c'est des lymphomes B diffus à grande cellule qui n'ont pas forcément ces réarrangements-là, mais qui ont une morphologie qui ressemble à du Burkitt. Et c'est ce qu'on appelle les HGBL-NOS. OK ? C'est synonyme de double hit, du coup. Comment ? C'est synonyme de double hit. Eh bien non, du coup. Il y a les NOS sur la morphologie et les double hits. C'est-à-dire que vous avez un DLBCL. Soit il a une morphologie de Burkitt. Et dans ce cas, soit c'est un Burkitt, soit c'est un truc qui ressemble à du Burkitt mais qui n'est pas du Burkitt. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle un HGBL. Et il peut être double hit, triple hit s'il a les réarrangements géniques ou NOS s'il n'a pas les réarrangements géniques. Ensuite, quand tu as une morphologie DLBCL classique, tu fais la fiche et s'il y a les réarrangements géniques, tu as un HGBL. Et s'il y a les deux? Et s'il y a les deux, c'est un double hit. C'est les réarrangements géniques qui gagnent. C'est un double hit, triple hit. Le NOS, c'est toujours la même chose, c'est not otherwise specified, c'est si tu n'arrives pas à le caser autrement. Bon, le HGBL-NOS, il existe dans la classification OMS. Ne vous prenez pas trop la tête dessus parce qu'a priori, dans la nouvelle classification de 2000, qui doit être en cours, là, parce que c'est tous les 6 ans, donc ça doit être pour l'année prochaine ou dans 2 ans, ils sont en train de dire qu'ils vont peut-être l'enlever. Voilà, tout ça pour ça. Mais bon. Donc, soit MYC-BCL2, soit MYC-BCL6, soit MYC-BCL2, BCL6. Il faut toujours MYC. Par contre, un DLBCL qui a que MYC, on sait que ce n'est pas génial, mais il n'est pas non plus considéré comme aussi grave que... Donc, double hit quand ils ont les 2 réarrangements, triple hit quand ils ont les 3 réarrangements. Et c'est pire, triple hit, que double? Non, c'est pareil. Dans tous les cas, c'est pas... Donc, ça veut dire que quand on fait un diagnostic de lymphome B diffus à grande cellule, il faut faire une fiche pour pouvoir détecter précocement. Et typiquement, en fait, c'est des gens, très, très vite, on a envie de les envoyer au carticelle. Disons qu'on sait que ça ne va pas marcher avec la chimio. Donc, on va en parler après du traitement, mais en tout cas, on le sait, ça va être compliqué. Alors, il y a des études qui se sont intéressées aux gènes partenaires. Parce que si MYC se réarrange avec le gène des immunoglobulines ou avec un autre gène, il y a un pronostic qui est un peu différent. Et c'est moins bien
lorsque c'est MYC réarrangé avec le gène des immunoglobulines. C'est toujours le promoteur qui est hyper prolifératif. Et donc, du coup, aussi un réarrangement de MYC avec le gène des immunoglobulines, on dit que c'est un peu moins bon. Après, pour pouvoir faire l'étude du gène partenaire, en fait, ça nécessite beaucoup de techniques. Et finalement, il y a très peu de labos qui peuvent le faire. Donc, on ne va pas jusqu'au bout. Et quand il y a un double hit, est-ce que ça peut être MYC et BCL2 qui sont réarrangés chacun avec une allèle IGH ou est-ce qu'il y en a forcément un qui est réarrangé avec autre chose? Tu veux dire s'il y a BCL2 et BCL... Ah oui, il y a MYC et BCL2. Est-ce qu'on peut avoir les deux réarrangés avec une allèle d'IGH Oui, on peut. Non, on peut. Non, on peut avoir les deux. Alors après, les détails, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, tu peux avoir deux IGH. Ouais. Oui, sinon, ce serait simple. On saurait que s'il y a BCL2... donc, peut-être que c'est en tout cas ça. En fait, l'idée, c'est de comprendre, c'est toujours la même chose. Il y a quand même des HGBL qui vont hyper bien. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui vont très, très bien. Donc, on essaie toujours de comprendre pourquoi il y en a qui vont mal et d'autres mal. Donc, ça peut être une des pistes. Alors, attention, si jamais vous entendez double expresseur, mais c'est plus trop à la mode, donc peut-être que vous n'en entendrez pas parler. Double expresseur, c'est différent. C'est l'expression en surface des protéines. Donc, les cellules, elles expriment le CD20, le CD19, voilà. Elles peuvent exprimer aussi BCL2 et MYC. Et donc, il y a eu un moment où on avait l'impression que les cellules, quand elles exprimaient de façon très forte la protéine MYC et la protéine BCL2, on disait que c'était des doubles expresseurs et ils étaient de moins bons pronostics. En fait, non, ce n'est pas vraiment vrai. Par contre, ce qu'on avait remarqué, c'est lorsque 90% des cellules expriment la protéine MYC, souvent, il y a un réarrangement de MYC. Juste pour que vous ne fassiez pas l'amalgame, quoi. Donc, l'épidémiologie, c'est quand même 4 à 8% des lymphomes B différentes cellules. Donc, ça correspond quand même à 500 nouveaux cas par an en France. Quand on a 10% des DLBCL qui ont un MYC réarrangé tout seul. Et on en a une partie qui sont double hit, triple hit et une autre partie qui sont des NOS. La présentation, elle est agressive avec la grande majorité qui est stade 4. Très souvent un envahissement médulaire et très souvent une atteinte du système nerveux central. Donc, dans les DLBCL, c'est 3-4%. L'atteinte du système nerveux central, c'est 7 à 10% pour les HGBL. Le système nerveux central, on insiste beaucoup parce que, comme je le disais, le traitement ne marche pas, donc on n'arrive pas bien à les contrôler, ils rechutent. Enfin, c'est vraiment des pronostics effroyables, l'atteinte du système nerveux central dans les lymphomes B différentes cellules. Et donc, j'en ai pas parlé, mais au diagnostic, il faut vraiment être super... attentif. Le truc typique, c'est la houppe du menton, la sciatalgie, l'atteinte des paires crâniennes. Ça, vraiment, faut tiquer, quoi. Donc, ils ont une survie qui est vraiment pas terrible, qui est variable en fonction des études, mais entre 20 et 50%. Donc, on est loin des 60-80% des DLBCL classiques. Entre MYC BCL2 et MYC BCL6, c'est à peu près la même chose. Donc, voilà, ça, c'était un des patients qu'on avait vu, un jeune. Donc, c'est des formes super étendues. Et il explique que c'est en 1 mois que c'est apparu. Donc, c'est vraiment très agressif, quoi. Ça ressemble vraiment à des Burkitt. C'est pour ça qu'on les appelait Burkitt-like. Voilà. Alors, par contre, il y a quand même quelques HGBL de stade localisé. Ceux-là, pas de panique, ils vont bien. Donc, stade localisé 1-2, ils ont un bon pronostic lorsqu'ils sont traités par AirShop, de même que lorsque le IP est faible, en fait. Et ceux-là, on pense qu'avec 6 AirShop 21, en général, on a un bon pronostic. Et dans l'étude que je vous avais montrée pour les stades localisés, ils avaient même, il y avait une centaine de patients et ils avaient quelques HGBL localisés. Eh bien, en leur faisant que les 4 cures de AirShop, ils avaient un bon pronostic. Alors, on ne peut pas vraiment faire des généralités sur... Et je pense que quand on tombe sur un HGBL localisé, on a plus tendance à faire 6 AirShop en se disant, bon, il ne faut peut-être pas le sous-traiter. Mais voilà, ça montre que quand même, c'est des gens qui vont quand même plutôt bien. Donc, survie globale à 2 ans de 82%, donc on commence à rejoindre les courbes normales. Alors, l'intérêt d'un traitement plus intensif, est-ce qu'il faut leur faire une autogreffe en première ligne à ceux-là? Est-ce qu'il faut leur faire des chimios plus intensives? Donc, consolider avec l'autogreffe, plutôt non. Même si la littérature est un peu complexe, parce qu'en fait, les HGBL, ce n'est pas toujours détecté. Il y a des centres qui ne font pas la fiche au diagnostic, donc on ne sait pas si c'est des HGBL ou pas. Dans les cohortes, les HGBL NOS, ils ne sont pas forcément très bien décrits, parce qu'en fait, comme ça dépend du pathologiste, ce n'est pas forcément reproductible. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, plutôt non pour l'autogreffe. Le DAR époque,
Donc, il y a eu quand même des articles qui montraient que c'était mieux de faire du DAER-EPOC, mais c'était une population avec juste le réarrangement de MIC. Il y avait peut-être un biais de sélection, donc on ne sait pas trop. Dans tous les cas, les patients âgés, les patients qui sont altérés, et en fait, ça correspond quand même à beaucoup de patients qui ont des HDBL, il faut éviter de faire des traitements trop intensifs, parce que là, on va avoir de la toxicité vraiment trop importante. Voilà, donc là, vous voyez, c'est tous les différents traitements, en fait, ça revient à peu près au même. Bon, effroyable s'il y a une atteinte neuroméningée, mais ça, on le savait. Et le truc récent, français, de vraie vie, donc c'est une étude lyonnaise, et eux, ils se sont intéressés, donc c'est multicentrique, hein, ils ont récolté ces rétrospectifs, mais c'est multicentrique, et donc ils ont comparé les thérapies intensives avec du AirShop, et en fait, alors, on a l'impression qu'il y a une petite tendance, mais en fait, ce n'est pas significatif, même dans les stades avancés. Et ils ont pu redémontrer qu'il n'y avait pas d'intérêt de l'autogreffe en première ligne. Donc, par contre, pour ceux qui répondent bien, en fait, ça revient à peu près au lymphome B différentes cellules, quand on répond bien à la première ligne et qu'on répond pendant plus qu'un mois, c'est-à-dire quand la survie, quand il n'y a pas de rechute dans la première, voire deuxième année, c'est des gens qui vont bien. On a on n'a pas de rechute tardive. Si les gens rechutent, quand on a un lymphome B différentes cellules, on dit la rechute, elle survient dans les 2 ans. Quand on a un HGBL, la rechute, elle revient dans les 6 mois, 1 an. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas leur faire des CAR-T-cells? Est-ce qu'on va peut-être pouvoir réussir à faire mieux si on leur fait des CAR-T-cells? Et ça, pour le moment, on n'a pas la réponse. Voilà pour les HGBL. Et puis, juste pour finir sur les lymphomes de Burkitt, donc c'est quand même assez rare, hein, c'est de 2% des lymphomes. C'est le truc classique, il y a la forme endémique en Afrique subsaharienne avec la masse. Là. Ah oui, ça me fait penser, j'ai oublié de vous dire, les lymphomes localisés, c'est quasiment systématiquement une atteinte au niveau du cou, et sous-mandibulaire et cou. Il faut dire pourquoi, mais lorsque c'est localisé à lymphome à grande cellule, c'est vraiment souvent ici. Les immunodéprimés, et puis la présentation sporadique qui n'est pas forcément associée à l'EBV. Donc, c'est un aspect histologique qui est typique. Donc, les anapathes savent le reconnaître. C'est ce qu'on appelle le ciel étoilé, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'apoptose. Et on a un KI67 qui est extrêmement élevé à 100%, et on a un réarrangement de MIC. En fait, en pratique, il y a des fois, c'est très difficile finalement de faire il y a des HGBL qui peuvent ressembler à des Burkitt. Et maintenant, on peut hésiter et c'est avec la biologie moléculaire qu'on va pouvoir faire la différence. Donc, la présentation clinique, c'est souvent des patients jeunes. Alors, est-ce que c'est lié au fait que les patients VIH ont assez souvent c'est un type de lymphome associé au VIH. Dans tous les cas, c'est une altération d'état général dans la majorité des cas, des LDH-CV, souvent un syndrome de Leigh spontané et très, très souvent une maladie extra-ganglionnaire. Donc, atteinte du SNC très fréquente, 20%, atteinte médulaire, tube digestif. Voilà, magnifique. Et donc, on fait un traitement intensif. Donc le traitement qui est assez commun, je pense que c'est ce que fait tout le monde en France, c'est on fait selon le protocole LMBA 02, c'est un truc un peu vieux maintenant, qui a de très bons résultats, mais qui est pour le coup super intensif, avec en fait des alternes, c'est des chimios qui sont beaucoup plus lourdes que le AirShop, où on ajoute de la racitine, du méthotrexate, on laisse à peine les patients récupérer, on refait direct la chimiothérapie, ça ressemble presque à un traitement de leucémie aiguë en fait. Mais quand même, la dose est adaptée à l'âge, et avec ça, on a quand même une bonne réponse et quasiment aucune rechute. Mais voilà, pas mal de toxicité. Donc, en fonction des différents groupes, donc les groupes, c'est en fonction de l'âge et de s'il y a ou non une atteinte du système nerveux central. Et donc, les doses sont un peu diminuées pour les patients âgés et au contraire sont augmentées pour la racitine et le métaux lorsqu'il y a l'atteinte du système nerveux central. Voilà, donc il y a
une toute petite chimio pour faire ce qu'on appelle un debulking, c'est-à-dire si on fait une trop grosse chimio d'un coup, il va y avoir un syndrome de lisse tumorale trop important. Donc, on fait juste un peu d'endoxan et de corticoïdes. On attend une semaine. Ça permet déjà de diminuer largement la masse tumorale. Et ensuite, on fait la vraie chimiothérapie. Voilà, dans le protocole, il y avait beaucoup de ponction lombaire thérapeutique. Et voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Le plus grand monstre.